Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer parce que l'horaire doit être respecté, m'a-t-on précisé, parce qu'il y a une conférence qui suit et parce que quand je commence à parler des slasheurs, je vais parler de ma vie, je suis intarissable et ça part très vite. Vous connaissez le système, on a des idées, une idée en amène une autre, etc. Tout d'abord, je vais peut-être me présenter. Ça permettra aux dernières personnes de s'installer. Il y a plutôt des places devant. Donc moi, je suis Frédérique Genicaud. Je suis une multipotentielle et je suis une slasheuse. Alors, il y a 10 ans, ou il y a même un peu moins, je ne me serais jamais présentée comme ça devant vous. J'aurais utilisé une activité, peut-être une seconde. Et puis, avec du recul, en fait, j'ai toujours été une multipotentielle et j'ai toujours été une slasheuse. Moi, je suis économiste, donc je suis universitaire. J'ai passé un peu de temps à l'université, beaucoup de temps dans des associations d'étudiants. Donc, je faisais déjà deux choses différentes. Ensuite, j'ai commencé une carrière de salarié. J'ai été salariée pendant 16 ans en Belgique, puisque je suis belge. Et j'ai fait 6 entreprises. Alors, pourquoi j'ai tenu ? Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui étaient sur des marchés qui étaient nouveaux. J'ai travaillé dans l'informatique grand public, j'ai travaillé dans la téléphonie et dans des fonctions de vente, business développement et marketing. Donc finalement, je créais des équipes, j'étais sur des marchés qui n'existaient pas. Donc pour moi, c'était le rêve. Et puis j'ai changé de vie en 2006. En 2006, je suis devenue entrepreneur. J'ai été licenciée, j'étais cadre dirigeant. Et je me suis posé la question à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues cette voie-là ou est-ce que tu crées une entreprise ? Et je me souviens que quand on me posait la question de pourquoi tu veux créer une entreprise, je disais parce qu'au moins, dans cette situation-là, quand j'ai une idée, je peux poser une première action la même journée. C'était une de mes motivations, c'est toujours la motivation d'ailleurs, c'est une des motivations. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'abord fait du conseil, très classiquement, c'est-à-dire je me suis dit, je vais accompagner des entreprises belges qui veulent s'implanter en France. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Très vite, j'ai créé une agence de télémarketing, puisque j'avais des clients qui me demandaient de la prospection téléphonique. J'ai créé ce format-là avec une organisation qui était complètement neuve, puisqu'on est en 2010. Je ne travaillais qu'avec des indépendants, ce qu'aujourd'hui tout le monde fait, ce que personne ne faisait à ce moment-là. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais tu es une ancienne cadre dirigeant, il faut que tu montes une entreprise, que tu aies des salariés, que tu aies levé des fonds. J'ai cherché, ça doit vous parler. J'ai rencontré des gens, j'ai essayé de m'associer dans des projets. Finalement, j'ai monté une communauté qui s'appelait Midoui, une communauté de coachs et de consultants, parce que je suis encore consultante. Et je me suis rendu compte que les consultants avaient des soucis pour trouver des clients. J'ai fédéré ces gens-là. Et puis, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à écrire sur les slasheurs et puis sur les multipotentiels ? D'abord, un accident de la vie. J'ai perdu ma sœur en 2013 et ça m'a vraiment poussé à réfléchir à ce qui est important pour moi. C'est dommage que ça soit dans ces circonstances-là, mais c'est comme ça. Et puis j'ai écrit un livre en 2019 qui est un peu le résumé de mes plus de 10 ans d'entrepreneuriat. Il s'appelle Adieu salariat, bonjour la liberté. Et dans ce livre-là, il y a une piste que j'ouvre, qui sont les slasheurs. Et à cette époque-là, j'avais déjà vu le TEDx d'Emily Wapnick, donc cette Australienne qui a parlé des gens qui n'ont pas de vocation unique, 2016. Et donc j'avais vu son TEDx, j'avais lu son livre, et j'écris ce chapitre-là. Et quand je rends ce livre-là, je dis le prochain livre que j'écrirai, ça sera sur les multipotentiels. Et donc c'est le livre que j'ai écrit, qui est sorti l'année dernière. Donc vous allez me demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 19 septembre, je suis coach d'entrepreneurs multipotentiels. Donc j'accompagne des slasheurs à vivre plusieurs activités, à gagner leur vie et à ne pas être trop épuisés. À côté de ça, je suis auteur. Donc j'ai écrit 2 livres. Il y a le livre multipotentiel d'ailleurs est chez Dunola. J'écris un 3e livre qui sortira l'année prochaine. Je suis conférencière, donc je parle beaucoup des sujets autour de l'argent, parce que je pense que c'est un vrai sujet quand on est entrepreneur. Je parle aussi pas mal du monde du travail de demain, parce que je pense que les multipotentiels ont toutes les qualités que les entreprises ont besoin aujourd'hui, que ce soit dans un format de collaboration indépendant ou salarié. Et puis j'ai un podcast qui s'appelle Le Sirop, parce qu'une de mes passions dans la vie, c'est le livre, c'est la lecture. Et que je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient peu de temps finalement pour lire. Donc je me suis décidée à enregistrer 15 minutes montre en main sur un bouquin business. Ce n'est pas une fiche de lecture, je raconte un livre. Donc il y a eu 15-20 numéros du Sirop, ça va reprendre
à la rentrée parce que j'ai eu un petit problème début d'année de santé, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes là sur le sujet des slasheurs. La première question que j'ai pour pouvoir vraiment bien orienter ma présentation, c'est qui a aujourd'hui déjà plusieurs activités? Ah, il y a un retardataire. J'imagine que les autres ont peut-être une activité, se posent la question de savoir si ce modèle peut être intéressant pour eux. C'est ça? Levez la main, ceux-là? D'accord. Donc, c'est moitié-moitié. OK. Alors, peut-être en préambule de toute cette présentation et du sujet dont je vais parler, pour moi, une vie professionnelle réussie, c'est 4 choses. C'est d'abord le plaisir et la passion. Ça, c'est une chose. Et c'est aimer ce que l'on fait. Et ça, c'est c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est une énergie qui est très positive. Un deuxième critère pour moi, c'est un critère qui est lié à l'excellence. J'utilise ce mot-là plutôt qu'utiliser le mot de performance ou d'efficacité. Et quand je parle d'excellence, je parle des talents, des compétences. Donc tout ce que vous faites déjà aujourd'hui et que vous faites très bien. Ces 2 autres dimensions, c'est une troisième dimension qui est autour du sens, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, qu'on appelle le fameux why, la raison d'être, etc. Et là, on va trouver votre contribution et puis aussi les besoins. On va en reparler tout à l'heure dans la présentation. Et il y a une 4e dimension dans une vie professionnelle réussie, et a fortiori celle d'entrepreneur, c'est la rémunération, c'est l'argent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 3 situations qui sont vraiment intéressantes, je pense. En tout cas, moi, c'est celle que je rencontre le plus, c'est celle que moi j'ai rencontrée. La première situation, c'est finalement, on a plusieurs activités, mais comment est-ce qu'on vit de ces activités-là? Comment est-ce possible de gagner sa vie en cumulant plusieurs activités? La deuxième situation dont je vais vous parler, c'est comment on parle de soi, puisqu'en fait, on a différentes activités. Est-ce qu'il faut parler d'une activité? Est-ce qu'il faut mettre plusieurs activités en avant? Et puis enfin, je vais terminer sur cette situation qu'on connaît tous et toutes beaucoup, qui est l'épuisement. Alors, je vais en parler avec des prismes différents. Parce qu'on est entre multipotentiels, je suppose. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation très linéaire. D'ailleurs, il n'y a pas de slide. C'est-à-dire, en fait, je vais raconter une histoire, je vais vous parler de beaucoup de choses, je vais raconter les choses plusieurs fois de façon différente. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin. Et donc, quand j'aborde un problème, que ce soit l'argent, parler de soi ou l'épuisement, je vais d'abord vous faire une réponse qui est une réponse d'entrepreneur. C'est-à-dire la réponse qu'on fera à quelqu'un qui veut se lancer ou quelqu'un qui s'est lancé, qui est entrepreneur. Et puis après, je vais vous faire la réponse où je vais mettre en avant finalement des éléments qui sont plus liés à la multipotentialité, au slasher et à la personnalité de l'entrepreneur. Parce qu'effectivement, oui, quand on entreprend, il y a des règles à respecter, sur le client, sur le positionnement, etc. Mais à côté de ça, il y a qui on est et quand on commence cette activité-là. Et donc, il y a toute notre vie avant qui nous a quelque part amené à faire un certain nombre de choses ou ne pas en faire. Et donc, ces éléments-là sont importants. Et dans cette partie personnalité, je vais aussi mettre en avant les éléments qui sont plus spécifiques au slasher. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord par la partie la première là, qui est indiquée dans le titre, qui est « Gagner votre vie ». Alors, si on regarde vraiment la partie vraiment entrepreneur, la réponse qu'on va faire à un entrepreneur, on va lui dire déjà, tu peux essayer de réfléchir à combien tu as besoin. Et c'est bête comme question, mais une fois qu'on a fait ça, déjà, on atterrit et on se rend compte que parfois, nos peurs sont surdimensionnées. Donc, de combien avez-vous besoin pour vivre par mois? C'est des questions qu'on se pose moins quand on est salarié, parce que ça tombe régulièrement, etc. Donc ça, c'est la première question. C'est aussi très lié à la structure que vous allez choisir, puisqu'il y a ce que vous allez facturer, mais il y a ce que vous allez avoir dans votre poche. Et ça, c'est aussi lié à la structure et aux charges sociales en particulier que vous allez avoir. Donc ça, c'est la première question à se poser. Ensuite, quand on est slasher, la question qu'on se pose, c'est comment on articule tout ça? Est-ce qu'on fait un certain nombre de jours semaine une activité, un autre nombre de jours une autre activité? Est-ce qu'on a une activité qui se fait le week-end et une autre qui se fait en semaine? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a des formats différents? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne des gens qui sont salariés sur 3 jours semaine
et qui peuvent être indépendants sur 2 autres jours. Donc c'est toute cette réflexion-là qu'il faut, je pense, avoir assez vite, parce que ça va aussi amener une forme de sécurité. Le point positif là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. Je vous aurais jamais raconté ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était c'est pas possible d'être salarié et indépendant en même temps. D'ailleurs, le statut auto-entrepreneur, il date, je pense, d'un peu moins de 10 ans. Donc voilà. Donc c'est vraiment réfléchir à comment vous allez articuler ça. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les slasheurs, ils aiment beaucoup travailler dans des associations. Ça prend du temps, on a investi, mais il y a ce sens qui est important pour nous. Or, dans des associations, vous y passez du temps, mais ça ne vous rémunère pas. Moi, je dis souvent, faites-le. Vous y allez consacrer un nombre de jours X, par exemple par semaine, ou d'heures X et de jours par mois. Mais au moins, quand vous êtes dans l'association, vous ne vous dites pas « merde, ici, je ne suis pas payé ». Vous savez pourquoi vous êtes là et vous savez qu'il n'y a pas de salaire derrière. Mais ce n'est pas un problème. Vous le savez et vous l'avez organisé comme ça. Autre exemple, on adore transmettre. On aime apprendre, mais on aime bien transmettre aussi. Et beaucoup de slasheurs, beaucoup de multipotentiels donnent des cours. Les cours, c'est rémunéré, mais ce n'est pas très bien payé. Mais si c'est important pour vous, moi ça l'a été, je ne le fais plus aujourd'hui, moi je donnais des cours, eh bien je consacrais un certain nombre de jours entre septembre et décembre à cette activité-là. Je savais pourquoi je le faisais, j'étais complètement OK avec la rémunération et j'avais choisi une école particulière dans un CFA, donc un centre de formation en alternance, où j'avais un public particulier face à moi parce que c'était mon choix. Mais vous voyez, j'étais là, j'étais bien, j'étais alignée et à côté de ça, j'avais des missions de conseil en stratégie commerciale. Donc c'est toute cette construction-là qu'il ne s'agit pas de faire quand tout est lancé, mais il faut la penser au démarrage. Alors après, elle bouge, mais il faut au moins y réfléchir. Alors le prix, l'argent, c'est le prix, et il y a aussi une réflexion sur le prix marché. C'est-à-dire ce que vous proposez, il y a une référence sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire moi je pense que je peux facturer ça. Non, il y a une référence, il y a un prix marché. Donc c'est intéressant aussi dans votre réflexion de penser à ça, de regarder un petit peu ce qui se fait. Et après de vous dire, mais en quoi moi je suis différent? Quelle est ma singularité? Est-ce que c'est mon expérience? Est-ce que c'est le type de client que je vais chercher, etc. Donc ça, c'est un autre type de réflexion. C'est une réflexion purement entrepreneuriale. Après, moi je vous dis, quand on est slasher, on monte des activités. Et en fait, mon point de vue, c'est pas une activité slash une autre. Ce passage qu'on a, qui est permanent de l'un à l'autre, est en fait un passage qui se fait de manière... Ça glisse comme ça. C'est-à-dire que quand on termine quelque chose, on va commencer autre chose. Et dans ce qu'on termine, il y a déjà les prémices de ce qu'on commence. Et moi, j'ai une règle, c'est que je regarde, quand je commence quelque chose, ce qui est accessible, ce que j'ai là devant moi. Pourquoi? Parce que ce que j'ai devant moi, moi, je peux le prendre et les autres ne le prennent pas. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais comme on est très compliqué et qu'on va chercher des trucs qu'on adore apprendre, ce qui est là juste devant soi, les clients qui sont là, qu'on pourrait servir, on ne les voit pas. Donc première chose, ce qui est accessible. Et ça, c'est directement de la facturation. Ensuite, je regarde ce qui est plutôt rentable, c'est-à-dire je vais aller chercher plutôt des clients où je sais qu'il y a une forme de rentabilité et des gens qui sont alignés avec mes valeurs. Ça, c'est mes 3 critères. Et donc quand j'ai une idée, c'est ça que je regarde. Et c'est comme ça que je sélectionne. Je fais une autre chose, c'est que j'essaie toujours de créer des ponts avec ce que j'ai déjà. Vous allez me dire, c'est plus facile pour moi, parce que moi, mon métier de départ, c'est quand même le commercial, le bizdev et la stratégie commerciale. Donc moi, je vais chercher l'opportunité. Je regarde ce que j'ai, je me dis, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui est facilement disponible là? Ça va me donner confiance en moi, ça va me faire des références, et j'y vais comme ça. Et je fais des ponts entre ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Normalement, comme vous êtes des champions du lien, ça doit être assez, pas facile, mais l'œil est aiguisé à ça. Et dernière chose que moi j'ai constaté aussi, c'est qu'on va sur des formats de prospection qui sont différents. C'est-à-dire que là, je suis toujours dans mon idée de comment gagner de l'argent rapidement. Hein, vous avez compris? Je ne sais pas si vous... Oui, je pense que je suis claire. Les formats de collaboration qui sont différents, c'est-à-dire que moi je suis étonnée, les slasheurs travaillent énormément par prescripteur. Dans un premier temps, parfois même par sous-traitance. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des gens qui peuvent faire toute la partie commerciale, qui ont des relations avec des clients et qui vont travailler pour ces gens-là. Et je crois que la première question à se poser, vraiment, quand on cherche des clients et qu'on veut gagner sa vie en faisant ce qu'on aime,
c'est aussi de se dire, mais où sont les gens qui m'intéressent? Et c'est d'aller se mettre, vous savez, c'est l'histoire du camion de pizza qui se met à la sortie du stade de foot. C'est-à-dire que je me mets là où se trouvent mes clients. Donc là, vous avez plusieurs idées déjà pour trouver des clients et facturer rapidement. Vous avez vu, et ça c'est une de mes convictions aussi, c'est qu'on est en perpétuel test, on est en perpétuel j'avance, je teste, je regarde comment ça marche et je rectifie. C'est pas je m'enferme, je fais tout chez moi et après je vais sur le marché. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, ça, c'est la partie entrepreneur. Maintenant, la partie slasher. Eh bien, on arrive, quand on parle d'argent et des slashers, sur un sujet où il y a un trio qui est assez intéressant, qui est le plaisir, le travail et l'argent. C'est-à-dire que quand on va vers ces métiers-là, on va clairement vers un choix qui est un choix du plaisir, de la passion, ce qu'on aime faire. Simplement, lier le plaisir avec le travail, avec l'argent, c'est un trio qui est un peu démoniaque et ça pose un certain nombre de questions. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai constaté qu'on peut tout avoir, on peut tout comprendre, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué sur comment gagner de l'argent, comment faire, etc. Et finalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on voudrait bien, généralement, on teste, ça marche un peu, mais ça décolle jamais. Et là, on est sur ce qu'on appelle l'autosabordage. C'est-à-dire que ça me plaît, c'est génial, je fais ce que j'adore, mais j'ai quand même du mal à pousser la vitesse supérieure. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est les croyances. Et il y a quand même une grande croyance qui est « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Alors, si vous liez ça avec des activités que vous aimez, ouf. Et si vous avez entendu pendant toute votre jeunesse, si vous avez vu vos parents travailler dur pour gagner de l'argent, et en plus ne pas choisir un métier qu'ils auraient voulu faire, et vous dites, moi aujourd'hui, je choisis de faire ce que j'aime, et en plus j'ai plusieurs activités, et je vais gagner de l'argent, sur le papier ça semble simple, on se dit on va y arriver, on est courageux, on est persévérant, ça va quand même chercher des croyances qui ont été gentiment, mais lentement infusées, et puis ça va chercher une forme de loyauté. C'est-à-dire, moi, j'aime bien travailler aussi le plafond de verre financier. D'ailleurs, je me suis rendu compte, là, j'ai encore fait un accompagnement la semaine dernière avec un slasher, et en fait, son niveau de salaire aujourd'hui est le niveau de salaire de son père. Il me dit, mais pourquoi c'est important qu'on parle de ça ? Parce qu'inconsciemment, il y a une forme de loyauté. C'est-à-dire que c'est possible, mais il y a une forme, c'est possible de dépasser ça, mais de manière inconsciente, on est loyal à son père et à sa mère. Donc c'est intéressant de revisiter la notion d'argent et toutes ces croyances et toutes ces loyautés. Alors je ne dis pas qu'il faut être déloyal à ses parents, je dis juste que voilà, la vie des parents, c'est la vie des parents, c'est le comportement qu'il va falloir peut-être analyser et modifier pour vous. Mais je ne dis absolument pas qu'il faut se fâcher avec ses parents pour faire ce qu'on aime et gagner sa vie. Ce n'est pas mon propos. Donc voilà, donc il y a bien dans ce sujet autour de l'argent une dimension qui est vraiment, je dirais, technique, qui est très entrepreneuriale. Comment on fait aujourd'hui pour fixer ses prix et pour aller chercher des clients quand on démarre, quand on a plusieurs activités. Et puis il y a cette notion de, oui, mais finalement, même si je fais tout ça, il faut peut-être que j'aille voir aussi aujourd'hui quel est mon rapport à l'argent, parce que je fais un choix qui est un choix qui a du sens et un choix qui est très engageant. Alors je regarde parce que j'ai noté, parce que sinon je pars dans tous les trucs. Il y a aussi une autre chose autour de l'argent, c'est qu'on a tellement facile à apprendre. Ce qu'on fait nous semble parfois tellement évident qu'on a beaucoup de mal à le vendre. Et en fait, quelque part, on le donne. C'est-à-dire que vous avez un copain qui vous dit « Tiens, il y a ça, il y a ci », ben vous commencez et finalement, vous avez fait une consultation, vous avez expliqué ou vous avez donné ce que vous pourriez vendre. Et le pire, c'est qu'en fait, parfois, les gens qui sont autour de vous vont acheter ce que vous proposez, mais ça, c'est plutôt tout à l'heure, vont acheter ce que vous proposez alors que vous-même, vous le vendez, mais ils ne le savent pas. Enfin bref. Donc, c'est tellement simple, tellement évident que vous le donnez, et en plus, vous vous dites, mais oui, mais moi, je suis déjà intéressée par autre chose, pour moi, c'est pas grave. Il y a autour de ça aussi une réflexion sur la valeur. La valeur que vous apportez, ça c'est important aussi, la valeur que vous apportez à vos clients, parce que c'est ça qui va être rémunéré, et puis aussi la valeur que vous vous portez. Et parfois, vous faites un peu le mélange des genres. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire, finalement, moi, je suis rémunéré pour ce que j'apporte à mes clients,
vous avez tellement besoin qu'on vous reconnaisse. Et vous allez chercher chez la personne à l'extérieur une forme de reconnaissance. Et donc, quand on donne quelque chose de gratuit, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement chercher à vendre quelque chose, mais on va plutôt chercher à avoir une forme de reconnaissance. Donc, tous ces sujets-là interrogent aussi beaucoup le sujet de la valeur de de votre travail, mais aussi de la valeur personnelle, celle que vous vous portez. Voilà. Ça, c'était sur l'argent. Je vais peut-être répondre aux questions après, parce que sinon, je sens qu'on va partir dans les questions. Donc, si vous avez des questions, vous les notez, vous ne les oubliez pas. Ensuite, je vais aborder un autre sujet qui est parler de soi. Alors, parler de soi, on va reprendre notre casquette de « Tiens, je suis un entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là et quelles sont les bonnes pratiques ?» Moi, je pense qu'on ne parle jamais de soi. Ça n'intéresse pas du tout les clients. Il faut d'abord parler de ce qui intéresse le client, à travers ce que vous pouvez proposer. Et donc, ça veut dire que si vous voulez bien parler de vous, il faut regarder tout ce que vous dites par le prisme du client. Et le client, c'est quoi? C'est un problème. Vous êtes la solution à ce problème. Il va falloir bien comprendre quelle est la douleur, c'est-à-dire ce problème-là, mais ça crée quoi chez lui? Et puis forcément, quand il aura travaillé avec vous, ou bien quand quand il sera votre client, sa vie sera changée. Donc il y aura une transformation. Donc c'est toujours intéressant aussi de bien comprendre vers quelle transformation il tend. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est ce qu'on appelle le désir, les bénéfices, etc. Parce que vous allez lui parler de ça. Vous allez lui parler de ce qu'il a envie, l'état dans lequel il a envie de se trouver après votre intervention. Et enfin, c'est toujours intéressant aussi de bien se poser la question de quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place, qu'est-ce qu'il a cherché à faire, etc. Parce que vous arrivez et vous proposez peut-être autre chose. Voilà, donc un client, c'est toujours un problème, vous êtes la solution à ce problème et vous allez lui apporter une transformation dans sa vie. La difficulté du slasher dans cette situation-là, c'est que vous êtes face à un client, vous voyez déjà ce qu'il faudrait qu'il fasse dans 3 mois. Parce que vous avez fait tous les liens, parce que vous avez posé plein de questions, etc. Or, lui, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de le problème qu'il a aujourd'hui. Il faut qu'il ait cette solution-là pour pouvoir se dire, oui, mais peut-être qu'après, je prendrai autre chose. Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on propose trop. Alors que finalement, l'enjeu, c'est d'éduquer le client, c'est de prendre le client par la main et de lui dire « Ok, vous êtes là, moi je vous propose ça, on va faire ça ensemble, vous serez dans cette situation-là, et puis après, il y aura peut-être ça. » Donc si vous voulez, comme on voit tellement de choses, comme on voit tout en global, comme on fait des liens, il y a un moment, on peut déjà écrire 10 pages sur ce qu'on va proposer. Sauf que lui, il n'est pas là. Et pire, c'est que si vous commencez à faire ça, ce que moi j'ai fait, vous faites des super présentations, les gens vont vous dire « ça m'intéresse », sauf que ça fait peur, ça ne rassure pas. Donc il vaut mieux commencer par résoudre le problème 1, et puis après, proposer autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Sur la question de dire, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je parle d'une activité ou est-ce que je parle de plusieurs? Pour moi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je pense qu'on est suffisamment empathique pour savoir quel type de discours il faut sortir face à la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que si on sent qu'on a quelqu'un qui est un peu obtus, qui est plutôt classique dans le fonctionnement, il faut peut-être présenter l'activité qui est en lien avec cette personne-là. Si on est face à quelqu'un qui a un esprit qui est un peu plus ouvert, à ce moment-là, on peut opter pour une présentation qu'on appelle le fil rouge, c'est-à-dire c'est finalement ce lien qui est entre toutes vos activités. Parce que même si vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre vos activités, il y a un lien qui existe, qui n'est pas nécessairement un domaine d'activité, qui n'est pas nécessairement un métier, qui peut être un rapport que vous avez à... Ça peut être par exemple le fait de transmettre. C'est un peu votre contribution. C'est ce que, en fait, quand vous analysez tout ce que vous avez fait, c'est finalement un lien, un espèce de fil. Me concernant, aujourd'hui, c'est les mots que j'utilise, mais moi, je pense que tout s'affine. Moi, mon fil rouge, c'est révéler le potentiel. Je l'ai fait avant dans des activités commerciales marketing. Je le fais aujourd'hui en étant conseil en commercial, si je le fais. Enfin, je le fais beaucoup moins et quasiment plus, mais quand je le faisais. Et puis, évidemment, avec mon activité de coaching et de conférencière. Voilà.
Donc c'est ce fil rouge, c'est regarder finalement toutes vos activités et vous dire mais qu'est-ce qu'il y avait d'identique, mais en n'utilisant pas nécessairement le prisme du métier et du domaine d'activité. Parce que parfois, il y a certains multipotentiels qui sont plutôt des gens qui ont des activités qui se suivent et qui ne sont pas en même temps. Et donc là, on ne voit pas nécessairement de choses identiques. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement bien sentir la personne qu'on a en face de soi et que si on est dans une posture ou dans une réflexion de se dire ça ne va pas aller, ça n'ira pas. C'est-à-dire que quand on se dit je ne sais pas quoi dire, finalement, on se met dans une forme d'énergie où la personne en face de soi sent ça. Et je pense, et ça j'en suis intimement convaincue, que tout s'explique, tout se raconte. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bien votre truc, votre activité, où vous êtes aligné, où ça vous parle, vous avez un peu travaillé votre client et un peu travaillé votre présentation, ça devrait passer. Après, ce que je dis aussi, parce que moi je suis vraiment dans la nuance, c'est que tout se teste. Et que vous allez voir que finalement votre présentation, la personne a posé une question, ça vous permet derrière de la modifier. Mais ça, c'est assez slasher finalement, cette attitude-là. De se dire, j'essaye, je regarde comment ça marche, et là où je sens qu'il y a des soucis, eh bien, j'actualise. Sur parler de soi, il y a un autre sujet. Si maintenant je regarde avec les lunettes de l'entrepreneur, de la personne, parler de soi, en fait, ça renvoie à une chose aussi qui est importante et dont on parle beaucoup entre slashers, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, c'est la capacité à, d'une part, assumer le fait d'être un slasher, parce que tout le monde vous dit, enfin tout le monde, beaucoup moins aujourd'hui, mais vous êtes la personne dispersée, la personne touche à tout, vous ne terminez jamais rien, etc., etc. Donc c'est cette capacité à se dire, j'assume ça, et à l'affirmer. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que le regard des autres est quand même très fort, à travers notamment le fait qu'on se compare beaucoup. Et alors, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire, hein, parce que tout le monde raconte une histoire sur les réseaux sociaux. Donc forcément, vous allez aller voir ce que font des gens qui font plus ou moins la même chose que vous, mais peut-être pas dans un format de plusieurs activités. Et vous allez trouver des gens qui sont merveilleux, extraordinaires, qui sont des experts, qui racontent une vie absolument idyllique sur les réseaux. Et c'est parti, la machine de la comparaison. Alors, derrière ça, il y a un grand terme, c'est le syndrome de l'imposteur. Je crois que tout le monde le connaît, tout le monde l'a vécu, moi aussi. Il y a des jours où il est encore là. En gros, le syndrome de l'imposteur, c'est quand il y a quelque chose qui marche bien, c'est la chance. Et quand ça ne marche pas, ma pauvre Frédéric, tu es nul, tu vois bien que ce n'est pas pour toi. C'est ça en résumé. Alors, le syndrome de l'imposteur, ça crée deux comportements. Un premier comportement qui est la procrastination, c'est-à-dire je ne vais pas y aller, hein, parce que de toute façon, je ne serai pas à la hauteur, donc je me trouve des excuses, il faut que je fasse mon offre, il faut que ça soit plus clair, etc. Et puis il y a le perfectionnisme. Ça, c'est plutôt mon école, c'est-à-dire qu'on va faire les choses hyper léchées, on va passer un temps fou sur des documents, des choses qu'on doit rendre à son client, etc. Et on va pousser vraiment très, 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 très loin le perfectionnisme en se disant, si c'est parfait, eh bien à ce moment-là, il n'y aura rien à dire, quoi. Comme si on doutait toujours de tout. Le problème, c'est qu'au plus on fait de choses, au plus on doute. Parce qu'il ne faut pas croire que, parce qu'on écrit 2 livres, parce qu'on vient ici vous parler, que je ne doute pas de moi. Au contraire, c'est encore plus compliqué parce qu'on a déjà, je dirais, une série de choses qu'on a réalisées. Donc il faut trouver encore plus. Voilà. Donc ça, le syndrome de l'imposteur est aussi, je dirais, quelque chose à identifier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le syndrome de l'imposteur ? Je crois qu'il y a des places ici. Parce que debout, moi, je vous en prie. Donc derrière le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ? C'est un questionnement aussi sur la valeur que l'on se porte, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'estime de soi. On est là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ces situations-là ? C'est d'abord s'interroger sur qu'est-ce que c'est l'échec pour soi, qu'est-ce que c'est raté ? Parce que quand on n'y va pas ou quand on est perfectionniste, il y a peut-être aussi une réflexion sur est-ce que si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que j'ai entendu sur l'échec ? Qu'est-ce que c'est pour moi raté ? Maintenant, tout ce que moi j'ai raté a toujours été transformé, parce que ça c'est aussi une de nos qualités, c'est voir les choses et puis récupérer. C'est ce qu'on appelle hybrider. Moi je fais ça en permanence. C'est-à-dire, quand les choses ne se passent pas comme j'avais prévu,
Je regarde, je dis OK, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Et j'hybride et je refais quelque chose de ça. Donc, une question sur, un questionnement à avoir sur la vision de l'échec. Et ensuite, par rapport à l'estime de soi, je crois que la première des choses, c'est accepter qui on est. Et donc, moi, je fais très attention à tout mon dialogue intérieur. Je peux être très dure avec moi-même. Et en fait, maintenant, je me prends au jeu, c'est-à-dire que parfois, quand je pars sur des pensées dévalorisantes, je m'écoute me parler et je suis assez atterrée. Voilà, parce que je me dis que si une amie me parlait comme ça, je l'arrêterais tout de suite en disant oh là là, mais tu vas pas très bien. Mais non, peut-être que tu pourrais parler autrement de toi. Donc je trouve que cet exercice-là est très intéressant. C'est de se dire finalement, on se crée sa propre misère, quoi, hein, si on peut dire les choses. Et ce dialogue intérieur est une espèce de petite musique qui peut faire très mal. Donc soyons vigilants et vigilantes là-dessus. Moi, je crois aussi que c'est l'image de soi, l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est ces fameuses, ce qu'on dit autour de la gratitude. C'est effectivement repérer dans votre journée qu'est-ce qui s'est bien passé. Et je crois que c'est dans une dynamique aussi de se dire, il y a déjà des choses aujourd'hui qui fonctionnent. Hein, c'est à côté de cette pensée qui est parfois positive et parfois un peu cuculapraline, c'est se dire, oui, mais il y a déjà des choses aujourd'hui, c'est déjà là. Et comme on voit pas on a ce syndrome de l'imposteur, on ne voit pas ça aussi. Et ça va renvoyer sur autre chose au niveau de l'entrepreneur, c'est que vous avez déjà réalisé des choses, vous avez déjà des clients, etc. Et ça, on s'en souvient pas. Et puis évidemment, il y a ce que j'explique aussi dans le bouquin, et ce que moi j'ai beaucoup commencé à faire, c'est l'autocompassion, c'est-à-dire accepter finalement ce qui se passe, avoir une forme de bienveillance par rapport à soi, et se dire qu'on est tous embarqués dans la même situation, et en fait avoir un regard qui est un peu décalé sur les choses. C'est ce que je vous expliquais. Il y a toujours des choses positives. Et si vous reprenez le fil, vous êtes ici, souvenez-vous de pourquoi vous êtes ici, parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce qu'en fait les choses se sont mal passées. Et dans 6 mois, vous aurez lancé 2 activités. Donc, vous voyez que finalement, quand on est entrepreneur, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu, et il y a toujours des choses qui se passent mieux comme prévu. Mais ça, on va pas vous le dire, parce qu'en fait, il y a comme c'est pas vraiment les choses qu'on dit, ça reste. Mais si vous regardez, il y a parfois d'heureuses surprises. Hein. Et parfois, il y a des choses où vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Ah bah si, ça existe. Donc, c'est pas tous les jours très compliqué et très dur. On rejoint toujours notre croyance qui est que pour faire ce qu'on aime, ça doit être compliqué, ça doit être dur. C'est pas toujours le cas. Voilà, ça c'est sur l'estime de soi. Je vais accélérer pour pouvoir répondre aux questions. L'épuisement, c'est un vrai sujet. Alors, l'épuisement, les entrepreneurs vont vous dire, mais ça, c'est un problème de gestion de temps, Frédéric. Il faut que tu gères ton temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une to-do list, on s'organise. Vous savez, il y a la matrice, on va aller d'abord faire ce qui est urgent et important, on va abandonner ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important, etc. On va faire la règle des 20-80. 20% des choses font 80% des résultats, donc je supprime tout le reste. Je fais un super emploi du temps, je laisse du temps pour les choses imprévisibles, etc. OK, ça, c'est une réponse. Là-dedans, vous avez aussi, ah oui, mais j'ai un chronotype. Donc, je vais faire les choses très importantes le matin et je vais faire 60 minutes ou 90 minutes. Après, je fais un break. Ou alors, j'ai la méthode Pomodoro, c'est-à-dire je fais 25 minutes, je mets la petite tomate, elle sonne, 5 minutes de pause, je refais 25 minutes. Je continue à faire des choses qui sont qui me demandent beaucoup de concentration et qui sont des vrais sujets le matin. Tout n'est pas acheté, mais c'est une réponse. La deuxième réponse, c'est de dire « Ah oui, mais je ne suis pas assez concentrée ». Ça veut dire que je dois encore en faire plus dans le temps déjà que j'utilise à travailler. Donc ça veut dire déjà, je fais une chose à la fois. Et c'est vrai que de faire une chose à la fois, c'est quand même mieux que d'en faire 2. Hein, moi, j'ai testé, en termes d'efficacité, c'est mieux. Et puis, je supprime toutes les choses qui vont me déconcentrer. Donc, plus de notifications téléphone, plus rien, etc. Ça, c'est des réponses entrepreneuriales. Maintenant, si vous regardez, vous, et l'épuisement, d'abord, quand on est perfectionniste, c'est vachement épuisant. Parce qu'on ne s'arrête jamais, parce qu'on se dit « Oui, mais attends, j'ai encore à lire un petit truc. Il faut que je fasse ça, ma présentation, elle n'est pas jolie. Et ci et ça, etc. » Donc l'épuisement, il vient de là aussi. Ça veut dire que si vous êtes épuisé, peut-être posez-vous la question de « Et ce perfectionnisme, j'en fais quoi? Et quelle est ma vision de l'échec ?» Ça, c'est une première série de réflexions. Après, vous pouvez vous demander « Mais
je suis épuisée parce que peut-être que je ne trouve pas de sens à ce que je fais ici. Ah oui, même quand j'ai plusieurs activités, je peux ne pas être au bon endroit. Oui. Pourquoi ? Ben parce que comme vous aimez apprendre, comme en plus quand on est entrepreneur, on rencontre plein de monde, ben on a plein de projets. Moi, je vais rentrer chez moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes, j'ai plein de nouvelles idées. Sauf que je vais peut-être faire la différence, parce que je vais reprendre le train tout à l'heure, entre tiens, ça me plaît, je vais apprendre des choses, je suis dans le désir, ou dans est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette activité-là maintenant ? Et dans nos vies, il y a des choses qui sont des invariants, c'est nos valeurs, c'est nos talents. Pour moi, les talents, c'est les valeurs en action. Et puis, il y a des choses qui bougent. Eh bien, il y a certains besoins qui bougent. Financièrement, vous n'avez pas les mêmes besoins quand vous avez des enfants qui sont dans des études ou lorsque les enfants ont fait des études et puis vous passez à une vie où, je dirais pas, où vous avez un autre rythme. Vous voyez ? Donc, oui, effectivement, il y a plein de choses, mais on se pose et on se dit aujourd'hui de quoi j'ai besoin et quelle va être ma priorité. Parce que quand on répond à tout et on commence tout à peu près à moitié, ça, c'est une autre forme d'épuisement. Donc, vous voyez, il y a une forme de réponse par rapport à ça. Après, il y a un autre type de réponse par rapport à l'épuisement, c'est la gestion de l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut être... certains multipotentiels sont hypersensibles. Et donc, ça veut dire qu'une situation, un événement, un déclencheur va amener une émotion, que cette émotion-là, on ne va pas la gérer, déjà on ne va pas l'accepter, on ne va pas l'observer, et on ne va pas se dire « Ok, qu'est-ce que j'en fais ? J'arrête, stop, je fais autre chose, je me recentre, etc. » Ou on part dans un espèce de circuit. Vous savez, c'est la roue du hamster. Donc vous voyez bien que l'épuisement, on peut avoir des réponses qui sont très techniques sur la façon dont on gère son temps et sa concentration, mais in fine, ça interroge quand même beaucoup aussi sur son rapport au travail et sur... finalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les choix qu'on a fait en termes d'activité et comment on les fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que je peux continuer pendant encore très longtemps. Juste pour conclure, vous voyez bien qu'il n'y a pas une recette. Il y a juste la recette qui vous correspond aujourd'hui. Il y a sans doute des règles à appliquer qui sont propres au fait de lancer une activité et d'avoir un peu de réussite dans le lancement d'une ou plusieurs activités. Mais il y a surtout une personnalité. Et moi, finalement, le fait de m'affirmer comme slasher, ça m'a permis de beaucoup mieux me connaître. Et ça m'a... Finalement, je m'accepte beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai fait un vrai travail. Et ce qui m'a vraiment fait décoller, c'est ce travail-là, c'est cette partie-là, qui n'est pas négligeable. Voilà. Ah, je dois... oui, comme je suis un peu... Juste avant de répondre aux questions, comment je fais ? Comme ça, voilà. Je vous ai mis le nom de mon site internet, si vous voulez aller voir, mon numéro de téléphone. Le lundi matin, en fait, j'ai créé une tribu qui s'appelle la tribu Les Couteaux Suisses. Et le lundi matin, j'envoie une newsletter à cette tribu-là. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire. Je vous ai mis aussi la référence du podcast Le Sirop. Donc, le podcast qui, en fait, extrait des livres business les idées les plus originales et les plus concrètes. Et j'ai donc écrit un livre, je vais peut-être laisser ça, qui s'appelle Multipotentiel, qui est en vente sur le stand de Duno et que je dédicacerai après la conférence. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant, je suis prête pour répondre aux questions. Oui. Mais je suis toute seule, donc si je viens vous tendre le micro, essayez de parler fort. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Merci pour cette super conférence. Au début, j'ai eu un flash. C'est la première fois que j'entends le concept, le mot de multipotentiel. Oui. J'ai eu un flash parce que je me suis dit, c'est tout toi, ça. Alors, ma question, c'est comment on reconnaît qu'on est soi-même multipotentiel ? L'autre question, est-ce que c'est un état ou est-ce que c'est un besoin ? Peut-être les deux. Voilà. Je précise que je suis moi-même slasher débutant depuis un an et demi. D'accord. Consultant et enseignant. Voilà. D'accord. Alors, les multipotentiels, c'est un terme qui a été mis en avant par Emily Wapnick. Je ne sais pas si vous étiez là, mais j'en ai parlé au début. C'est une Australienne qui a fait un TEDx qui parle des gens qui n'ont pas de vocation unique. Il y a plusieurs types de multipotentiels. Il y a les gens qui ont des vies professionnelles qui se suivent.
j'ai été directeur financier, je suis maintenant artisan et demain je serai restaurateur. Ça, c'est une forme de multipotentiel. Après, il y a les slashers, c'est-à-dire les gens qui ont plusieurs activités en même temps, soit plusieurs activités qui n'ont rien à voir. Exemple, je suis consultant prof de yoga, soit des activités qui se ressemblent. Peut-être que vous êtes consultant et enseignant sur le même type de sujet. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les parties métiers ombrelles, parapluie, etc. Et puis vous avez un quatrième profil, ce sont les gens qui ont un métier alimentaire et qui ont une passion en dehors. On les appelle les Einstein parce que c'était le cas d'Einstein. Comment on les reconnaît? Ce sont des gens qui aiment apprendre, très enthousiastes, éternels débutants, des gens qui font des liens, qui ont une pensée en arborescence. Tout le monde a une pensée en arborescence, mais elle est plus développée chez eux. Donc la pensée en arborescence, c'est cette capacité à faire des liens entre des choses. C'est une empathie très forte, c'est une créativité assez forte aussi. C'est le fait de penser global, mais aussi hyper synthétique. Voilà. C'est aussi le fait de s'ennuyer assez vite. Ça, c'est récurrent. C'est-à-dire, on a un sujet, on a compris très vite les aboutissants et on s'ennuie et on va vers autre chose. Après votre question, est-ce que c'est un besoin aussi? Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire, pour moi, c'est un besoin vital. Je ne peux pas faire autrement. Et quand je dis je ne peux pas faire autrement, c'est un état. Alors, juste une dernière précision. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec une mesure d'intelligence quelconque. C'est-à-dire que certains disent multipotentialité égale QI supérieur à 130, puisque c'est aujourd'hui la mesure pour qualifier des hauts potentiels intellectuels. Je rappelle que cette mesure est essentiellement faite par des tests qui vont tester certains types d'intelligence, qu'aujourd'hui il y a d'autres types d'intelligence dont font partie, je dirais, les intelligences que nous manions plus facilement. Mais on peut être multipotentiel, avoir un QI de 130, on peut être multipotentiel, ne pas avoir un QI de 130, voilà, et on peut être multipotentiel et être hypersensible ou pas. Voilà. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Oui, il y a madame là-bas et puis madame. Levez-vous. Oui, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure du regard que portent les autres sur ces fameux slashers. Est-ce que vous avez vu une évolution dans le temps et est-ce que vous pensez que peut-être la perception va s'affiner et être plus positive? Oui. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai créé mon activité en 2006. Oui, le regard est différent. Pourquoi? Je pense qu'en fait, le regard est différent des deux côtés. D'une part, chez les slashers, c'est plus facile, on en parle plus facilement, parce qu'aussi, il y a des gens qui en parlent. Voilà, donc c'est logique. Et je pense que du côté des donneurs d'ordre, entre guillemets, les entreprises aujourd'hui sont dans une situation où elles doivent trouver des talents et des solutions à certains sujets. Or, les slashers se sont emparés peut-être de certains sujets plus rapidement. On est des gens on se forme beaucoup. Donc, sur certains sujets, on est à la pointe. Donc, on est recherché par les entreprises. Et ensuite, aujourd'hui, l'entreprise est prête à travailler avec des ressources extérieures. Moi, j'ai interviewé pour mon livre un multipotentiel, Benoît Hurel. À l'époque, il avait un CDI de 3 jours, un CDD sur une semaine, un CDI de 3 jours, un CDD d'1 jour, et le vendredi, il était indépendant. Et je peux vous dire que ça ne posait aucun problème. Et il travaillait, je ne vais pas donner le nom, mais pour une très grosse entreprise de type grand compte. Donc je crois que là où je veux insister, c'est que oui, il y a un regard différent de la part des gens quelque part, qui nous achètent ce qu'on fait, mais nous aussi, nous avons un regard différent. C'est un mouvement dans les deux sens, je pense. Madame, vous aviez... Merci pour la parole. C'est que moi, je n'utilisais pas, je ne connaissais pas le mot multipotentiel. Oui. Je disais que j'étais multitasking. Oui. Alors maintenant, aujourd'hui, je vois la différence entre slasher, mais je le fais depuis des années et je ne le savais pas. Ah bah c'est bien. Ce qui me gêne dans multitasking, c'est qu'on parle de tâches. Le potentiel, il est lié à la personne. Voilà. Et je le préfère, moi. Voilà. Et quand on est multitâche, moi je dis, on a plusieurs activités, mais il ne faut pas faire tout en même temps non plus, parce qu'au niveau concentration, c'est pas top. Je trouve que multitasking, il y a un côté un peu, comme on dit, les multipotentiels, ils sont polyvalents.
Voilà, moi, j'accorde beaucoup de sens aux mots et à la sémantique. Je préfère multipotentiel. J'utiliserai ce mot dorénavant. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est que j'étais dans une entreprise que j'ai créée en 91, dans l'informatique, service après-vente. Et un jour, j'en ai eu marre. C'est là que, dans les associations qui nous attirent, c'est pour aider les gens âgés, Oui. les gens en difficulté, les gens de la rue. C'est comme ça que je suis revenue en quittant ce domaine pour revenir vers l'assistance des gens en difficulté. Et maintenant que j'ai mon employeur, Ouais. d'un certain âge, est parti, on va dire décédé, le 20 juillet 2022, j'ai eu cette opportunité de revenir pour savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant. D'accord. On va continuer après parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Monsieur, là, mettez-vous debout pour qu'on entende bien votre question. Merci pour cette présentation et identifier effectivement Oui. je voulais savoir comment multipotentiel pouvait évoluer dans une entreprise. Parce que vous parliez d'ennui, en fait, et on voit bien que le pays, si on parle des États-Unis, on est quand même plus ouvert. On aime bien nous mettre dans des cases. Et c'est vrai que quand on parle des cabinets de recrutement ou des entreprises, des DRH, on nous embauche pour faire une tâche. Donc comment est-ce qu'on voit une évolution des entreprises vers ça, Ouais. et comment multipotentiel peut s'éclater en entreprise? En fait, vous pensez, j'imagine, aux entreprises qui recrutent des clones. Enfin, je vais le dire, c'est ça. Aujourd'hui, dans le livre, je parle d'une étude qui a été faite par Primavera, qui a interrogé effectivement plusieurs DRH, etc., où on sent effectivement qu'on est moins vers le recrutement de personnes qui sont des clones. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a besoin de personnes différentes et de personnalités différentes parce que l'environnement a changé. Maintenant, ce que dit cette étude-là, mais sans la développer, c'est que on ne peut pas avoir une réponse que de recrutement. C'est-à-dire que si les DRH décident de recruter des personnalités différentes, encore faut-il convaincre les managers de le faire, parce qu'un manager, il préfère avoir quelqu'un qui est comme lui, c'est bien plus confortable et il a des résultats rapides. Ensuite, vous recrutez des multipotentiels. Ces gens-là, il faut les intégrer. Or, c'est des gens qui vont voir très vite comment ça se passe, qui vont très vite faire des liens, mais comment restent-ils dans leur périmètre d'activité ? Et enfin, c'est comment vous les gérez, c'est-à-dire comment vous les fidélisez. Mais je pense que dans ce cas de fidélisation, c'est à la fois la responsabilité de l'entreprise et du multipotentiel. D'aller voir son manager en lui disant, voilà, il y a peut-être des choses ici que j'ai remarquées, etc. Tout ça pour dire que je pense que les choses évoluent parce que l'environnement évolue et qu'on a besoin dans les entreprises de personnalités comme nous et que ce n'est pas une réponse unique de recrutement pour moi. C'est bien plus large parce que des gens que j'ai pu entendre et écouter, même si on en recrute, après ça coince au niveau des managers. Et les managers, il faut pouvoir être capable de les coacher, de les encadrer au quotidien. Vous voyez, c'est un problème qui est pluriel. Est-ce que la solution, c'est d'être toujours indépendant ? Moi, si vous voulez mon avis, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises travaillent avec des indépendants. Oui, ça c'est la solution. Mais il faut être capable d'avoir ce statut-là. Et puis après, il y a aujourd'hui des solutions entre purement, moi j'ai une SARL et la SASU, il y a le portage salarial qui est un peu entre les deux. Vous êtes indépendant, mais vous êtes porté et vous avez un salaire. Donc au niveau de la structure juridique, vous pouvez trouver des choses qui sont un peu différentes. Ou je ne sais pas, oui, allez. En fait, chez les multipotentiels, il y a aussi cette question de l'apprentissage et l'envie. Et en fait, quand vous parliez de prioriser en quelque sorte les idées, parce qu'en tant que multipotentiel, on a des idées à longueur de journée qui se croisent, qui se décroisent. Moi, j'ai vraiment la difficulté parfois à mettre de côté la joie pour prioriser, parce que lorsque j'ai une idée, la joie et l'enthousiasme fait que je suis dans le feu de l'action. Et parfois, en ayant mis cette joie, cet enthousiasme et me dire, non, là, la priorité, c'est de travailler sur quelque chose peut-être de plus raisonnable, et en fait, je reviens sur l'idée des mois plus tard ou des semaines plus tard, ou des jours plus tard. Et la joie est un peu moins là, l'enthousiasme est moins là, je suis moins comme un enfant qui a envie d'ouvrir le cadeau. Ah, mais c'est l'enfant qui veut le bonbon, hein. Mais... Et du coup, est-ce qu'il faut choisir, est-ce qu'il faut être guidé par la joie ou
En fait, d'abord, il ne faut pas. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je vais juste vous parler de mon expérience. Moi, j'ai beaucoup d'idées. J'ai appris à classer mes idées. Moi, j'ai des cahiers, je les écris. Je me suis beaucoup lancée dans des choses comme ça directement. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai une vraie réflexion en disant quels sont tes besoins, Frédéric ? De quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Mais ce n'est pas pour ça que mes idées, elles se perdent. J'ai aussi refait une revisite de tout ce que j'avais eu comme idée et que finalement j'ai mis en place. Et puis je pense qu'une idée, quand elle est dans la boîte à idées, elle revient un moment, elle s'invite une 3e fois. Et si elle s'invite une 4e fois, il faut peut-être la regarder de manière un peu plus attentive. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être l'âge, c'est peut-être que j'ai moins d'énergie que vous aussi. C'est-à-dire que je fonce moins parce que je sais ce que ça m'a coûté en termes d'énergie et de frustration. Mais évidemment, la joie, c'est fondamental. Mais la joie, elle vient peut-être aussi du fait qu'on s'écoute et qu'on écoute les besoins du moment. Voilà. Donc je ne vous dis pas qu'il faut choisir et ne pas changer. Je dis juste qu'il faut être un peu plus flexible. Voilà. Il faut. Vous voyez, j'ai utilisé ce mot-là. Oui, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Oui, madame, Voilà. Attendez, on va prendre une question. Si vous n'avez pas de question. Oui. Après, vous pouvez aussi décider, dans votre emploi du temps, de consacrer 1 heure par semaine vous dites, j'ai une idée là qui me plaît beaucoup, elle est revenue 3-4 fois cette semaine, je prends 1 heure et je la dégrossis un peu. Vous voyez ? Parce que parfois, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la personne qui vous en a parlé, c'est la collaboration, etc. Et quand on se pose 1 heure, au bout d'1 heure, on va se dire, oui, ça vaut la peine, ou non, c'est pas pour moi. Oui, là-bas, j'ai vu, excusez-moi. Oui, oui. Il va falloir parler très, très fort. Oui. Est-ce que c'est possible ? C'est ça la question ? Alors, je pense que quand on est une femme seule et qu'on a des enfants à élever, parce que c'est ça dont on parle, vous ferez peut-être des choix qui seront moins risqués. C'est-à-dire que vous combinerez plusieurs activités avec certainement une activité qui vous apporte une récurrence financière. Et je ne vais certainement pas dire le contraire. Mais je vais juste vous donner un conseil. C'est entourez-vous de gens comme vous. Voilà. Ben si. Et là, il y en a plein. Alors, vous avez vu qui je suis. Contactez-moi sur LinkedIn. Moi, j'écris. Il y a des gens qui réagissent au post. Il y a une tribu. Il y a des gens qui sont comme nous. Bon, je pense qu'il... Je suis désolée. Allez, de toute façon, je suis chez Duno là, pour les livres, donc venez. Je suis désolée, Frédéric.